de traiter de réalités dont je crois tout le monde ici dans cet amphithéâtre est conscient. C'est-à-dire que nous tous qui sommes ici, nous avons constaté, remarqué, observé que la langue qui est parlée aujourd'hui autour de nous, et en particulier, ou pas seulement en fait, par des gens qui appartiennent à des générations plus jeunes, n'est pas tout à fait la langue que parlaient nos parents ou la langue que nous avons apprise de nos maîtres. Autrement dit, le constat suivant lequel la langue est en perpétuelle évolution est un constat qui est fait par chacun de nous dans l'expérience que nous avons du monde, mais c'est aussi un constat ancien qui a été fait par les grammairiens depuis que les grammairiens observent la langue, pour ce qui est du français, depuis en particulier le début du XVIIe siècle et même antérieurement. Alors, ce que je vais essayer de faire ce soir, au cours de cette conférence, c'est de faire une description que j'espère pertinente des faits que vous avez sans doute observés et surtout d'avancer des hypothèses, une série d'hypothèses grâce auxquelles on peut donner une explication à peu près cohérente de ces faits d'évolution de la langue française au XXe siècle, c'est-à-dire en gros entre 1906, date de la publication de la première édition du Petit Larousse, à 2006. Je vais aborder successivement trois questions. D'abord, la langue dans l'évolution des formes, c'est-à-dire essentiellement la création de nouveaux mots. Pour dire les choses plus clairement. Ensuite, ce qui a évolué aussi en un siècle, c'est la représentation que l'on se fait de la langue, ou l'idée que l'on se fait de la langue. Et j'essaierai de montrer que, de ce point de vue-là, l'évolution a, semble-t-il, été aussi importante que pour ce qui est de la création de mots, ou pour ce qui est de la disparition des mots, parce qu'effectivement, il y a des pans entiers du lexique français qui semblent être sortis de l'usage, en particulier tous ceux qui se rapportent à la paysannerie et aux vieux métiers. Et enfin, troisièmement, j'aborderai la question du sens, c'est-à-dire j'essaierai de décrire un phénomène qui me paraît symptomatique de la modernité, à savoir non seulement la création de mots nouveaux, mais à l'intérieur de mots très anciens, l'apparition de sens inédits. Et j'avancerai une hypothèse pour en rendre compte. Alors d'abord les formes. Pour ce qui est de la création ou l'évolution de la langue ou des formes de la langue, je vais d'abord avancer l'hypothèse, comme ça tout le monde saura en quelque sorte la thèse ou l'hypothèse qui sous-tend mon exposé rapide, c'est celle de la variation. C'est la nature de la langue. Il est dans la nature de la langue que de varier. Pourquoi ? Parce que la langue est un objet instable, une réalité relativement instable, bien que les hommes, en particulier en France, aient tenté d'arrêter cet objet en créant des dictionnaires, des grammaires, en enseignant la langue, en créant des institutions qui tentent non pas de contrôler, mais d'éviter une dérive trop rapide de la langue. Cette observation a été faite quasiment dès le début du XVIIe siècle. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que l'on sait de la variation, c'est qu'elle s'effectue suivant trois dimensions, trois axes ou trois plans. Le plan du temps, la société, l'axe de la société, et en particulier la hiérarchie sociale, et puis le territoire ou l'espace, comme on dit parfois en linguistique.
Alors pour ce qui est du temps, ce que l'on observe en un siècle, alors il y a un secteur qui a peu changé, c'est tout ce qui se rapporte aux phonèmes, pas nécessairement à la prononciation, mais aux unités phoniques de la langue. On sait qu'il y a un phonème qui a disparu au cours du XXe siècle, c'est le L mouillé, le lieu. Alors on le sait parce que y a une méthode simple à utiliser pour s'en assurer, c'est d'ouvrir le dictionnaire de la langue française de M. Littré. C'est un dictionnaire qui a été publié dans les années 1860. Et dans son dictionnaire, Littré tente de représenter, à l'aide d'un alphabet un peu bricolé, la prononciation de tous les mots du français. Et pour des mots comme fille, ailleurs ou orgueilleux, il donne la prononciation fille, L-Y-E, F-I-L-Y, fille, orgueilleux et ailleurs. Et moi, je suis témoin de cela parce que j'ai une grand-mère qui est morte en 1976, qui a longtemps vécu aux limites de la Haute-Vienne et de la Dordogne, et qui disait, qui utilisait ce L mouillé, une fille orgueilleuse qui vient d'ailleurs, disait-elle, et elle n'était pas la seule dans la région à parler ainsi, utiliser ce L mouillé qui survit dans les toponymes. Je vous rappelle que la ville de Groslay, comme on dit, se prononce normalement Grolier, le LH étant une transcription de ce L mouillé disparu, de même que dans les patronymes comme l'écrivain Jean Paulhan, qu'on prononce Paulhan et qu'on devrait prononcer Paulian, ou encore celui du champion de tennis d'origine catalane, je crois, Michael, avec 2 L au début du mot, Liodra. Donc ce L mouillé, on sait qu'il a disparu et qu'il ne survit, semble-t-il, que dans des régions, chez des personnes âgées en contact avec des langues régionales. Il y a encore un autre phonème qui, semble-t-il, a disparu, c'est le A postérieur. Il me semble avoir entendu, vous voyez, en français on dit qu'il y a une paire comme ça distinctive, A antérieur, celui de Anne, le prénom Anne, et le A postérieur, A, celui de Anne, l'animal, un âne. Vous voyez, j'arrive même pas, moi-même je sais que cette paire distinctive, comme on dit, n'existe plus dans mon système phonologique, et il semble bien que, en tout cas moi depuis une trentaine d'années, il semble bien que je n'ai plus entendu prononcer de A postérieur. Et il y a un dernier phonème qui, semble-t-il, est en voie de disparition, c'est le 1. Dans la distinction, 1-1. Si vous entendez les gens parler de façon, si vous écoutez, être très attentif, vous verrez que beaucoup de nos concitoyens disent lundi et pas lundi, un emprunt et pas un emprunt, et, etc. Brin au lieu de brun. On sait pourquoi ce phonème est en train de disparaître, c'est que les oppositions dans lesquelles ce phonème prend un sens sont relativement rares en français. En revanche, les linguistes nous disent qu'il semble bien qu'il y ait un nouveau phonème qui soit, vous voyez, en instance comme ça de généralisation en France, c'est le N, la consonne N, qu'on dit vélaire, dont le point d'articulation est au fond de la bouche, vous voyez, qui est celui de l'anglais, du ING de l'anglais, de la forme progressive, it's raining, camping, et des phoneticiens nous assurent, bon, je l'ai entendu quelquefois ce N de l'arrière postérieur, beaucoup de Français dans le sud de la France ne le prononcent pas, mais il semble bien qu'il y ait actuellement une situation phonologique ou phonétique qui semblerait favorable à l'émergence de ce N. Et il y a encore une autre consonne dont on note parfois l'apparition, dont on observe la présence, en particulier dans les populations qui sont issues de l'immigration, et qui est la rota de l'espagnol, qui en fait est le re, qui est transcrit RH, le re dans les mots d'origine arabe, le re de l'arabe. Et si vous écoutez attentivement, ces populations utilisent ce re, en particulier pour dire le mot arabe, arabe.
Or, en arabe, le R en question n'est pas un Ra, mais c'est un R, R roulé. Autrement dit, on voit apparaître, en particulier, j'ai cité cet exemple, le mot arabe, si vous voulez, prononcé avec une consonne par des populations originaires d'Afrique du Nord, mais avec, de toute évidence, une ignorance de la réelle prononciation de ce mot Ain, Ra, A, B en arabe, reroulé. Donc vous voyez, pour ce qui est des sons, il y a des évolutions, mais les évolutions sont lentes. Il y a sans doute des évolutions qui tiennent à d'autres propriétés acoustiques comme la densité, la laxité, excusez-moi. C'est difficile à mesurer. Bon. Ça devient des problèmes très techniques que seuls les acousticiens peuvent tenter de faire apparaître. En réalité, pour ce qui est des évolutions très fortes en matière de forme et de création de mots, ça touche essentiellement le lexique. Et là, effectivement, nous observons, je ne parlerai pas de la disparition d'un grand pan, de pans entiers du vocabulaire français. Si ça vous intéresse, il y a un écrivain qui est un peu nostalgique de tout cela, qui s'appelle Richard Millet, qui écrit des romans de nostalgie sur des mondes disparus, des mondes agricoles disparus, et tous les gestes, les sensibilités, les mentalités qui vont avec. Ma vie parmi les ombres, si jamais cela vous intéresse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la création de mots nouveaux. Et on sait que ces créations, en surface, elles sont innombrables. Mais en profondeur, on se rend compte que la néologie, les néologismes obéissent à des lois qui sont relativement anciennes dans l'histoire de la langue française. Donc, vous voyez, en surface, un très grand nombre de mots nouveaux, mais en profondeur, des lois récurrentes et des lois qui sont inscrites dans l'histoire de la langue. Alors, c'est le cas de l'emprunt. L'emprunt, c'est effectivement, en français, depuis très très longtemps, une sorte de un procédé qui permet d'enrichir la langue. Le français, par exemple, au XIIIe, XIVe, XVe siècle, a emprunté de façon massive une grande partie de son vocabulaire au latin. Oui. Ensuite, il y a eu des emprunts à l'italien et à l'espagnol. À partir du milieu du XVIIIe siècle, on voit des emprunts à l'anglais qui commencent. Et puis, un phénomène très très intéressant, vous voyez, on extrait de la langue grecque, non pas des mots, mais ce qu'on appelle des racines parfois dans les dictionnaires de racines grecques, qui sont en fait des éléments. Ce n'est pas on va dire des morphèmes, comme on dit de façon savante en linguistique, mais qui ne sont jamais autonomes en français, et qui servent, quand on les met les uns à côté des autres, quand on les accole l'un à l'autre, qui servent à former de nouveaux mots. Et effectivement, c'est ainsi que s'est constitué le vocabulaire de la chimie. Et dans ce cas, il faut saluer en Lavoisier, un très très grand linguiste, un admirable linguiste, le vocabulaire de la médecine et le vocabulaire d'un nombre relativement important de sciences, fin du XVIIIe et pendant tout le XIXe siècle. Ce qui est nouveau en français au XXe siècle, c'est les emprunts massifs à l'anglais des États-Unis d'Amérique. Les emprunts massifs qui touchent aussi ce qu'on appelle les néologismes sémantiques. C'est-à-dire qu'un mot français qui ressemble à un mot anglais, parce que le mot anglais, en fait, est d'origine française. Ce mot français prend le sens du mot anglais. C'est le cas, par exemple, d'opportunité. Vous savez, opportunité, si vous observez les emplois d'opportunité en français actuel, c'est en fait des emplois du mot anglais opportunity, c'est-à-dire, en français, le sens du mot occasion. Ou encore, to realize, réaliser, est employé très souvent en français, dans le sens du mot anglais, du verbe anglais to realize, qui ne veut pas dire réaliser en anglais, mais qui veut dire prendre conscience de. Et
donc je réalise que j'ai fait une erreur. C'est effectivement ce qu'on appelle un néologisme sémantique, c'est-à-dire un emprunt, non pas du mot, mais du sens à la langue anglaise. Alors, les emprunts sont massifs, il y a eu énormément d'ouvrages sur la question, vous pouvez vous y référer si cela vous intéresse. Ces ouvrages sont publiés dans une collection de poche. Bon, il y a le célèbre ouvrage de M. Etiam, qui est un peu ancien, mais il y a une édition nouvelle, « Parlez-vous franglais ?» Alors, ce qui est nouveau, là, il y a quelque chose de nouveau qui parfois est inquiétant, objectivement inquiétant, c'est que pendant très très longtemps, les mots empruntés ont été francisés. On prend l'exemple de fragile, qui est un emprunt au latin, fragilis, et on a francisé, on a adapté fragilis à la prononciation française, on a fait tomber la désinence latine, et on a prononcé le gueux latin, je. On prend l'exemple de ce vêtement que l'on porte pour faire de l'équitation. En anglais, c'était riding coat, la veste de cavalier en quelque sorte. Ça a été très rapidement francisé en redingote. Or, actuellement, on ne francise plus ces mots anglo-américains. Non seulement les emprunts sont massifs et souvent concurrence des mots français, mais en plus, on conserve en quelque sorte l'orthographe et la prononciation anglaise, et ça va même, parce que si vous êtes attentif, on va même actuellement jusqu'à adopter, pour ce qui est de la transcription écrite, de mots écrits dans d'autres alphabets que l'alphabet latin, c'est-à-dire des mots russes, des mots chinois ou des mots arabes. On va même jusqu'à emprunter à l'anglais son mode de transcription, et en particulier pour la consonne che. Vous verrez que la transcription anglaise est en train de s'imposer, où le che de ces différentes langues n'est pas écrit ch, comme cela a toujours été le cas en français, mais sh, comme c'est le cas en anglais. Donc vous voyez que ça va relativement loin, cette massivité, cet aspect massif. Je m'excuse, je suis en train de créer un néologisme, massivité, je prends conscience que ça n'existe pas, ou que ça ne doit pas être dans les dictionnaires. Bon, cet aspect massif des emprunts à l'anglais. Donc il y a l'emprunt, et puis il y a d'autres lois qui régissent depuis très très longtemps la vie des langues, comme les phénomènes de dérivation. Une dérivation, on prend un mot, par exemple un verbe, ou un adjectif, et on dérive de ce verbe ou de cet adjectif par l'adjonction d'un suffixe, un nom ou un adjectif, etc. Ça, c'est très riche comme mode de formation des nouveaux mots. Ce que l'on observe actuellement, c'est le retour en grâce de suffixes qui avaient cessé d'être productifs pendant longtemps. Je pense au suffixe ans, qu'on peut écrire en français ENCE ou ANCE. Ce suffixe a été très productif, c'est-à-dire a servi à former de très nombreux mots par dérivation, très nombreux noms, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Et pour des raisons que l'on ignore, il a cessé d'être productif, il est devenu désuet, il est sorti de l'usage. Or, on observe depuis une trentaine d'années que ce mode de formation par dérivation, ce suffixe, est réutilisé pour former de nouveaux mots, surtout dans les domaines scientifiques, comme impédance, ou dans des domaines de la psychologie, la résilience, même si une partie de ces mots sont d'origine anglo-américaine. Ou encore un phénomène très très intéressant. Vous voyez, pendant très longtemps, en ancien français, pour former, comme on dit, un nom d'action, on dérive d'un verbe un nom. Il y avait un moyen très simple, c'était ce qu'on appelle le déverbal, la dérivation régressive, comme on dit parfois de façon savante, c'est-à-dire on prend le verbe et on enlève la désinence verbale de l'infinitif, et on obtient un nom qu'on mettait tantôt au masculin, tantôt au féminin. Vous voyez, sauter le saut, voler le vol,
Et c'était vrai aussi pour des noms, on obtenait aussi des noms féminins. Vous voyez, décharger, l'action de décharger, on ne disait pas le déchargement, on disait la décharge. C'est aussi le sens, c'est encore le sens de décharge lorsqu'on parle d'armes à feu. Et aujourd'hui, en français, la décharge, c'est le lieu où se fait le déchargement. Cesser, par exemple, à partir de cesse, on a dérivé de cette manière un déverbal de genre féminin, la cesse, qui n'est plus employé avec article, qui n'est plus employé que sans cesse ou n'avoir de cesse que. Or, ce que l'on observe depuis une trentaine d'années, c'est que ce mode de formation, un verbe, et on obtient un nom de genre féminin par suppression de la désignance finale, recommence à former de nouveaux mots. Ça, c'est admirable. Alors, vous allez me dire, mais les mots sont un peu familiers. C'est tchatcher, la tchatch, faucher, faucher non pas au sens de faucher, vous voulez, la fauche, tricher, la triche, draguer, non pas au sens d'enlever comment ça s'appelle, la vase d'une rivière, mais de courtiser les demoiselles ou les jeunes gens, la drague, etc. Donc vous avez la bouffe, etc. Vous avez, effectivement, ça c'est intéressant, parce que ça prouve bien que, vous voyez, sous la création des mots, la langue est toujours vivante. C'est-à-dire que de vieux mécanismes qui servent à former des mots continuent à en produire. Alors vous avez encore autre mode de formation de mots. Vous voyez, vous prenez un adjectif, ça c'est très très ancien dans la langue, très très ancien dans la langue, et vous en faites un nom. C'est comme ça qu'on a formé en particulier beaucoup de patronymes. Mais en français encore, aujourd'hui on peut dire « et toi le petit qui est là-bas, viens ». Donc on emploie l'adjectif « petit » comme un nom. C'est ce qu'on appelle la substantivation de l'adjectif, ou bien faire changer de classe. On fait changer à l'adjectif de classe pour en faire un nom, on met un article devant et ça devient un nom. On se rend compte que c'est devenu un mode de formation de nouveaux mots qui est extrêmement productif dans des domaines plutôt intellectuels ou dans des domaines en relation avec le social. Vous voyez, je prends par exemple social, qui est en fait un emprunt au latin. Social, c'est normalement un adjectif, et ce que l'on observe, c'est la transformation de cet adjectif en nom pour désigner un domaine particulier, soit un domaine d'intervention, soit un domaine d'action, soit un domaine de conceptualisation. Le social, il en va de même avec l'économique, le culturel. Donc, et on arrive même à former des noms désignant des personnes. Vous voyez, commerce, commercial, donc une activité commerciale, mais on arrive aussi à désigner des personnes avec un adjectif comme ça devenu nom, les commerciaux. Je suis, X est un grand commercial dans telle ou telle entreprise pour désigner des personnes qui ont des responsabilités dans la diffusion de produits vendus par une société. Ou encore, il y a quelque chose qu'on a entendu récemment, les intermittents et les précaires. Ça, c'est intéressant, les intermittents. Les intermittents et les précaires. Parce que il y a quelque chose de fort intéressant dans la création de ces noms, ça désigne des personnes, à partir d'adjectifs. Parce que normalement, intermittent est un adjectif qui ne prédique, qui ne s'applique qu'à des phénomènes. C'est un phénomène qui se produit de façon intermittente. Et on utilise un adjectif propre à qualifier un phénomène pour désigner non pas des choses, mais pour désigner des personnes. Précaire de même. Précaire s'applique au statut, qualifie des statuts. Et on l'utilise pour désigner des personnes. Alors la question qui se pose, vous voyez, c'est ou bien dans cette dénomination, c'est-à-dire dans cette création de mots, on a voulu dénoncer la chosification de personnes, ou bien les gens qui sont à l'origine du mouvement des intermittents et des précaires ont utilisé ces personnes, parce que ce sont des personnes et pas des choses,
comme des choses. Ah, oui. Donc vous voyez, là, il y a une sorte d'ambiguïté dans cette transformation de l'adjectif en nom. Bon, je ne vais pas multiplier les exemples qui illustrent cette création de formes, parce qu'on est bien dans le domaine des formes. Ce que l'on observe, c'est une très très grande vitalité, avec des points relativement inquiétants pour ce qui est des emprunts et de la non-francisation des emprunts. Mais si l'on accepte, si vous voulez, ce domaine-là, qui semble d'ailleurs, en fait, exprimer ou représenter un rapport de force. On sait très bien que la culture américaine, enfin, l'économie américaine, le mode de vie américain est un modèle très très puissant, et qui fascine effectivement beaucoup de nos concitoyens, ce qui explique en particulier ces emprunts massifs à l'anglo-américain et parfois des emprunts qui sont, comme je dis, non francisés. Alors, je ne pense pas que... Vous voyez, il y a deux discours que l'on peut tenir, deux analyses que l'on peut tenir sur ces créations de formes nouvelles. Je ne pense pas que la déploration, ça c'est une vieille... Vous voyez, c'est un très ancien discours, la déploration. La langue est en train de se perdre, la langue est en train de dégénérer, la langue est en train de perdre de sa pureté. C'est un très très vieux discours qui a trouvé ses heures de gloire en quelque sorte dans les années 1820-1840, en particulier chez les spécialistes des grammaires des langues indo-européennes, qui étaient des admirateurs de la flexion interne. Flexion interne, c'est un peu comme en anglais, right word. C'était un mode pour exprimer, un moyen d'exprimer des relations grammaticales dans les très très anciennes langues qu'on appelle les langues indo-européennes. Et merci. Les langues indo-européennes, et donc ils observaient que dans les langues européennes modernes, cette flexion interne, sauf cas très particulier, avait complètement disparu, et ils en concluaient, ils en inféraient, si vous voulez, la thèse du champ de ruines. Champ, C-H-A-M-P, pas C-H-A-N-T. Ou bien encore la thèse de la langue comme organisme vivant. Je crois que c'est une thèse aussi qui est trompeuse, parce que ça suppose que les langues naissent, les langues se développent et les langues meurent comme les organismes. Je crois qu'il faut avoir vis-à-vis de ces phénomènes une sorte de point de vue un peu détaché, enfin, pas prendre ça, la création de mots nouveaux, même si un certain nombre de mots nouveaux nous agacent. On peut être agacé par la profusion de ce vocabulaire nouveau, parce qu'on s'y sent étranger aussi, nous-mêmes. Je crois quand même que ce qui est important, c'est la permanence de lois qui sont propres à la formation de mots, formation spécifiquement française de mots, et qui perdurent. C'est ça qui est important. Alors, ça, c'est la langue qui varie suivant, en quelque sorte, sur l'axe du temps. Il y a un deuxième axe, c'est la société. Alors ça, les grammairiens en ont eu conscience depuis très très longtemps. Vaugelas disait, ce grammairien du XVIIe siècle, qui n'était pas français, en plus qui était savoyard, et qui vivait à Paris, donc sujet du prince de Savoie, qui était un État indépendant, mais francophone. Enfin, francophone, à cette époque, le mot francophone n'existait pas, donc qui avait comme langue officielle le français. Vaugelas disait, on ne parle pas à la cour comme à la ville. Donc il avait bien, effectivement, le sentiment, et un sentiment parfaitement raisonné, que la langue variait suivant le milieu social dans lequel elle était en usage. À la cour, on avait des formes linguistiques relativement élaborées, choisies, alors qu'à la ville c'était Paris du XVIIe siècle. C'était le Paris des artisans, des petites gens. On avait une langue un tout petit peu moins bien élaborée et pas toujours bien choisie, souvent vulgaire.
les académiciens aussi disaient, c'est pas les académiciens, c'est comment il s'appelle, César Chénaud du Marsay, qui reprend, c'est un grammairien du XVIIIe siècle, il reprend une remarque de Boileau, disant « Il se fait plus de figures en un jour à la halle ». La halle, c'était le lieu où travaillaient les portefaix, c'est-à-dire vraiment les gens du peuple. Et ils employaient des figures, c'est-à-dire qu'ils utilisaient, la figure était censée être le moteur ou le mécanisme du langage poétique. Donc il se fait plus de figures à la halle qu'il ne s'en fait en un jour, qu'il ne s'en fait en une année à l'Académie française. Donc ces observations qui sont des observations parfaitement justes, et ils avaient bien compris que la langue variait, comme on dit en sociolinguistique, suivant l'axe vertical ou hiérarchique des strates ou de la hiérarchisation sociale. Alors, bon, ce qui est nouveau, ce qui est assez nouveau, alors pendant très longtemps, on a observé que le français qui était parlé par telle ou telle corporation n'était pas tout à fait le même ou varié dans des proportions plus ou moins importantes par rapport au français qui était parlé par la haute bourgeoisie ou qui était recommandé par les meilleurs écrivains et était aussi différent du français parlé par la paysannerie française. Tout le monde a eu conscience de ce fait. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a de nouveau, en quelque sorte, partages qui apparaissent. De nouveaux partages. Les deux nouveaux partages, c'est la génération, l'invention de la jeunesse, l'invention de la génération comme une sorte, non pas de classe sociale, mais de catégorie sociale, vous voyez, définie par l'âge, 15-25 ans en gros, et qui, et on peut l'observer quand on fait des études linguistiques précises, a des modes de parler, de s'exprimer, des jargons, un français, une langue qui se démarque dans des proportions importantes du vocabulaire général, ou de la langue générale, ou de la langue commune. Et on observe aussi, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, si vous voulez, un nouveau clivage qui apparaît, qui serait un clivage de tribus, c'est-à-dire fondé sur des appartenances ethniques ou religieuses plus ou moins fantasmées, parce que dans ce cas-là, on est dans l'ordre de la manipulation idéologique, et on voit effectivement que des gens se démarquent aussi de l'ensemble du groupe social en choisissant des mots qui leur sont propres, en usant de mots qui leur sont propres. Vous voyez, cette question, on comprend très bien pourquoi l'hypothèse, elle est simple. L'hypothèse pour expliquer cela, c'est l'hypothèse de la fragmentation sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, la France fait 62 millions d'habitants, même quand elle avait 27 millions d'habitants au XVIIIe siècle, elle n'était pas homogène. On ne peut pas penser un groupement humain, un groupe humain de 26 millions de personnes comme homogène. Et a fortiori avec 62 millions de personnes. Donc, il n'y a pas d'homogénéité possible pour ce qui est de la société. Vous voyez, il y a des fragmentations qui suivent différents clivages. La génération, l'origine ethnique maintenant, l'âge, la profession, la corporation, le métier, le niveau d'instruction ou d'éducation, etc., l'origine sociale, enfin, la classe sociale, comme on dit parfois, ou la catégorie socio-professionnelle. Et c'est un phénomène qui a été observé de façon, au XVIIIe siècle, alors de façon très pertinente, par quelqu'un dont tout le monde ignore le nom, qui s'appelle Mérian, et qui était membre, je crois qu'il était français, huguenot, membre de l'Académie de Berlin, la fameuse Académie de Berlin, qui avait été créée par Frédéric Ier, roi de Prusse, et qui était ensuite présidée par Frédéric II, roi de Prusse. Et cette Académie de Berlin organisait chaque année un concours. Et en 1762 ou 63, le sujet du concours portait sur la langue, justement. Il s'agissait de discuter les thèses universalistes des philosophes français, en particulier de Condillac. Et il y a un philosophe allemand, tout jeune, Herder, qui s'appelle Herder, qui a répondu à cela pour démonter
les thèses de l'universalisme linguistique français. Et la dissertation qu'il a écrite a été publiée sous le titre « Traité sur l'origine de la langue ». Et lui, il définit la langue, le rapport entre l'ethnie, le peuple, le Volk, comme on dit en allemand, et le Volk est défini par des identités raciales, chez Herder. Il s'inscrit, ce Volk, il s'enracine dans les profondeurs de l'histoire et ça suppose aussi une origine commune. Et Merian, comme la dissertation a été écrite en allemand, il est obligé d'en faire un résumé en français, à l'intention des membres de l'Académie de Berlin. Et il a cette remarque extraordinaire. Il dit, les peuples ne voulant plus avoir, je cite en substance, les peuples ne voulant plus avoir rien en commun les uns avec les autres à la suite des divisions à l'intérieur de la société, n'ont pas voulu ou ont refusé d'avoir une langue commune. Et c'est à partir de là que se développe la thèse, si vous voulez, de la différenciation linguistique suivant soit la classe sociale, soit la race, soit l'histoire, le peuple, la génération, etc., la corporation. Alors en France, les institutions aussi veillent à maintenir une sorte d'unité un peu de façade, faire que la langue soit une langue commune. Ça, c'est aussi une des particularités du français. C'est une particularité du français, ça pose des problèmes théoriques et historiques, moi je ne reviendrai pas là-dessus. Une des particularités du français qui distingue le français de beaucoup de langues au monde, c'est pas la langue d'une ethnie. Ce n'est pas la langue d'une classe sociale. Cette langue veut être une sorte d'espace neutre, dégagé des influences sociales ou des origines sociales, ethniques, pour être un espace commun. Bon. Alors le danger, bien entendu, ça ne dérange personne. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas que tel groupe social veuille se démarquer par le vêtement ou la langue ou les mœurs du groupe dans lequel il est englobé. Que voulez-vous, c'est la liberté aussi individuelle. Ce qui serait inquiétant, ce serait d'en faire une apologie, parce on entend des discours, et venant de linguistes en particulier, qui visent à valoriser la langue d'une classe sociale. On a eu, il y a une cinquantaine d'années, la langue ouvrière, qui était censée dire des choses importantes, la langue des ouvriers, sur le monde ouvrier, la langue des paysans aussi. Vous avez peut-être entendu des apologies de la façon de parler des paysans, c'est sympathique, mais qui étaient effectivement capables de dire des choses très très fortes dans leur langue à eux. Maintenant, vous voyez, vous entendez des apologies de la langue parlée par les jeunes de banlieue, dont on vante l'inventivité et la créativité. Alors, je crois que pour ce qui est de ces phénomènes, il faut essayer d'avoir un point de vue, là encore, distancié et ne pas prendre parti, ni pour ni contre ces phénomènes. Et le troisième axe, c'est celui du territoire. Moi, je crois que ça avance en heure. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il y a des points importants que je vais simplement signaler. D'abord, c'est une constatation qui a toujours été faite. Vous voyez, la langue évolue à mesure que l'on s'éloigne de la ville. La langue qui est parlée à la ville est contaminée en quelque sorte, soit par les langues qui sont parlées à la campagne. Ça, c'est une constatation qui a été faite, par exemple, par l'abbé Grégoire, par les linguistes qui ont participé, ou les honnêtes gens, les citoyens qui ont participé à l'enquête de l'abbé Grégoire entre 1790 et 1794.
Bon, les conclusions de l'abbé Grégoire sont contestables, mais l'enquête qui a été faite est admirable du point de vue pour ce qui est de l'étude des langues en contact en France. Et l'abbé Grégoire parlait d'une Babel. Alors ce qui est intéressant et inquiétant en même temps en France actuellement, c'est que nous avions en 1906 un territoire où coexistaient de façon plus ou moins harmonieuse des langues diverses, le français, les langues régionales. Les conflits pouvaient exister. Moi, je suis d'une région, un peu comme celle de Richard Millet, dont j'ai parlé tout à l'heure, où existait une sorte de polyglottisme heureux. Polyglottisme heureux, c'est le terme de Richard Millet, cette espèce de coexistence entre le français et puis des langues qui, comme le français, sont issues de la même matrice. Je rappelle qu'en 1906, le latin avait une présence bien plus importante qu'aujourd'hui dans notre pays, aussi bien dans l'enseignement que l'usage du latin dans la liturgie et la formation des croyants, et enfin même à l'université. La dernière thèse qui a été soutenue en latin a été soutenue en 1902. Et Jaurès, je crois, a soutenu une thèse sur les origines du socialisme chez Luther en latin en 1880, je crois, ou 86. Donc le latin a été beaucoup plus présent qu'aujourd'hui et le latin a quasiment disparu. Et ce qui existait aussi de façon plus importante qu'aujourd'hui, c'était en particulier à l'école ce que j'appellerais, moi, les exemples de haut langage qui étaient donnés en particulier par la récitation qui avait comme but d'exercer la mémoire, mais qui aussi proposait aux enfants d'assimiler, de se nourrir d'exemples de littérature, de poésie, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le haut langage, c'est-à-dire l'utilisation que l'on peut faire de la langue en poésie ou dans l'art, l'utilisation littéraire ou artistique de la poésie. Donc vous aviez le français qui était en quelque sorte nourri, qui pouvait être nourri à la fois par des langues qui lui ressemblaient, par la matrice, le latin, et puis par des formes de langue, des formes de discours relativement élevées. Il faut bien prendre conscience que cette situation a complètement changé. C'est-à-dire que les langues régionales, semble-t-il, hélas, se sont amuies, c'est-à-dire qu'on ne les entend plus. Sinon, chez des personnes très âgées, le latin a disparu et puis les formes de haut langage aussi ne sont plus comme elles l'étaient antérieurement, diffusées et enseignées, en particulier à l'école, qu'elles soient publiques ou religieuses, confessionnelles, comme elles étaient il y a un siècle. Et en même temps, ce que l'on observe dans la diffusion du français à l'étranger, parce que ça c'est aussi en relation avec l'espace, avec le territoire, on observe le même affaissement. En 1906, je le rappelle, la plupart des élites du monde entier, alors je dis élites, les familles régnantes, les gens qui étaient destinés à devenir ministres, gouvernants, les médecins, les avocats, les spécialistes de droit, les écrivains, et dans de très très nombreux pays au monde, avaient suivi un enseignement en français, dans les 1000 et davantage écoles qui ont été créées par des congrégations. Il y a une admirable thèse qui est peu connue, c'est celle de M. Albert Salon, L'action culturelle de la France dans le monde, et il recense au XIXe siècle les 3/4, il affirme, chiffre à l'appui, qu'au XIXe siècle, les 3/4 des missionnaires envoyés dans le monde catholique étaient français. Et donc ils exerçaient dans les écoles, dans les associations charitables, dans les hôpitaux, etc. Et ils permettaient, ou ils assuraient ainsi la diffusion de notre langue parmi les futures élites de ce pays. Vous aviez l'Alliance israélite universelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette association créée en 1860 et qui a eu jusqu'à près de 100 écoles, surtout dans le Proche-Orient et dans l'ancien Empire ottoman, où l'enseignement était dispensé en français. Vous aviez aussi l'Alliance française qui a été fondée en 1883
un peu plus d'un siècle, et qui a multiplié les cours de langue et de civilisation à l'intention des étrangers. Et puis vous aviez la mission laïque. La mission laïque, 1902, fondée par des gouvernements francs-maçons, bon, il ne faut pas se leurrer, qui ont créé cette mission laïque pour contrecarrer l'influence des missions catholiques dans les populations étrangères à l'étranger. Et la fameuse mission laïque a eu de très très grands lycées, a géré de très très grands lycées, en Égypte, au Liban, en Syrie. Dans tous ces pays, le nombre de congrégations, bon, les congrégations n'enseignent plus en français, mais enseignent le français comme une langue étrangère. Le nombre de lycées de la mission laïque n'arrête pas de baisser. Les établissements de la mission de l'Alliance israélite universelle, je crois que c'est passé pour des raisons historiques que vous comprenez tous, je crois que c'est passé de près de 80 ou 90 à 7 à l'heure actuelle, ou 8, et encore c'est de petites écoles presque squelettiques qui n'existent pratiquement qu'en Israël. Donc vous avez effectivement un phénomène que je considère comme inquiétant. Le français a été pendant plus d'un siècle, un siècle et demi, jusqu'en 1940 en gros, la langue d'accès à la culture, un peu comme le grec l'était pour les Romains de l'Antiquité, et le français ne l'est plus que pour une petite minorité d'étrangers, et le français a été aussi pour des raisons politiques une langue de liberté, en particulier dans les pays parmi les peuples qui voulaient se libérer des empires, dans lesquels ces peuples étaient en quelque sorte emprisonnés, que ce soit l'Empire ottoman, que ce soit l'Empire d'Autriche-Hongrie, que ce soit les empires d'Amérique latine et d'Amérique centrale, l'Empire espagnol, l'Empire brésilien. Et c'est le français qu'ont choisi les dirigeants ou les élites de ces nouveaux États ou nations indépendantes pour, en quelque sorte, exprimer leur volonté d'être libres et d'être indépendants. Donc vous avez quelque chose ici, pour ce qui est de cette évolution du français dans l'espace, qui est relativement inquiétant. Aussi bien en France, où le français n'est plus en contact avec des langues latines, ce qu'il était antérieurement, les langues régionales ou le latin, et à l'étranger, où le français n'arrête pas, et puis je pourrais le démontrer, mais ça ce serait l'objet d'une autre ou de plusieurs autres conférences, de reculer, en particulier dans la formation des élites, où quasiment la seule langue qui soit actuellement la langue d'accès à la culture, c'est l'anglo-américain. Donc de ce point de vue-là, il y a une évolution qui, me semble-t-il, est fort inquiétante. Alors voilà pour ce qui est des formes. La première partie, j'espère que je ne vais pas être trop long. Alors, je pensais maintenant montrer comment la représentation que l'on se fait de la langue française a changé en l'espace d'un siècle, et en particulier au cours des 40 dernières années. Ils viennent de me dire qu'il faut s'arrêter à 7h10. Oui, voilà, pour qu'il y ait des questions après. Bon. Sur les représentations de la langue, éventuellement, si vous avez des questions à me poser là-dessus, j'y répondrai. Et j'aborde la troisième partie, la question des sens nouveaux. Alors, pour vous faire comprendre cela, je vais choisir un exemple ancien. Vous savez qu'il y a un dictionnaire qui a eu énormément de succès. C'est le dictionnaire de Furetière, énormément de succès en Europe. Antoine Furetière, 1690. Il était membre de l'Académie française et en tant qu'académicien, il lui était fait obligation, statutairement, de participer à la rédaction du dictionnaire de l'Académie française. Bien, il a devancé ses confrères, parce qu'il estimait que ses confrères académiciens ne travaillaient pas comme il l'aurait voulu que lui, il travaille. Donc il publie son dictionnaire, qui est assez bien fait d'ailleurs, c'est le dictionnaire de Furetière, 1690, 4 ans avant la publication de la première édition du dictionnaire de l'Académie française en 1694. Or, ce dictionnaire a connu un immense succès en Europe, et le problème, c'est qu'il n'avait de privilège que pour la France. Et aux Pays-Bas, s'étaient réfugiés des calvinistes, enfin des huguenots français, et en particulier Pierre Bayle, philosophe, qui ont, après la révocation de l'édit de Nantes,
et qui ont décidé d'utiliser ce dictionnaire pour diffuser leurs propres idées, comme une sorte d'arme dans le combat qu'ils menaient contre Louis XIV. Et ils ont fait des éditions pirates de ce dictionnaire de Furetière, mais dans ces éditions pirates, ils ont mis des significations nouvelles, ils ont ajouté des significations un peu polémiques. En particulier, ils défendaient la tolérance. Donc ils laissaient entendre que la tolérance, c'était en quelque sorte inscrit dans le dictionnaire de Furetière, membre de l'Académie française. En fait, c'était leur travail à eux. Et au même moment, tout le monde a compris ce qui se faisait aux Pays-Bas, en France, en tout cas dans les milieux intellectuels. Et vous avez les jésuites qui avaient un centre au rayonnement intellectuel très, très, très fort, ou spirituel, à Trévoux. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, Trévoux, c'est un canton de l'Ain qui a longtemps fait partie du duché de Savoie ou de la principauté de Savoie. Et là, ils étaient financés par la Maison de Savoie. Donc c'était un centre très attaché à diffuser les idées de la contre-réforme. Et ils ont inventé un terme polémique, le nom tolérantisme. Le tolérantisme est un terme méprisant, un peu péjoratif, laissant entendre que les protestants seraient prêts en quelque sorte à tolérer, à fermer les yeux sur toutes les infractions au dogme. Donc, vous voyez comment, par l'intermédiaire de dictionnaires, le combat religieux s'est poursuivi au XVIIIe siècle. Et vous avez deux écrivains français qui ont repris le mot tolérantisme, qui était péjoratif dans l'esprit de ceux qui l'avaient créé. C'est Voltaire qui, lui, l'emploie, le retourne en quelque sorte, en retourne le sens, l'emploie dans un sens positif. Il parle de l'heureux tolérantisme. Et Beaumarchais, dans Le Barbier de Séville, il fait dire à Bartholo, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette pièce, vous avez Bartholo, qui est un barbon, qui veut absolument épouser la jeune fille dont il est le tuteur, en utilisant son autorité de père, je sais pas comment, père adoptif en quelque sorte. Et lui, Bartholo, il critique son siècle. Et parmi les mauvaises choses qui ont été apportées au XVIIIe siècle, il y a l'encyclopédie, les Lumières, les idées nouvelles, la science, la physique et le tolérantisme. Donc vous voyez comment Beaumarchais, lui, renverse en quelque sorte le sens de ce mot péjoratif en le mettant dans la bouche d'un personnage objectivement détestable. Donc vous voyez, l'idée c'est les mots ne sont pas neutres. Alors je vais essayer d'avancer une thèse, vous expliquer ce qui se passe, me semble-t-il, dans le vocabulaire français depuis une trentaine d'années. Et pour expliquer cette thèse, il faut partir d'une observation, c'est que pendant des siècles, nos ancêtres ont accepté sans problème le système d'explication du monde que leur proposait la théologie ou la religion. Bon, il y en a quelques-uns qui ont rechigné à partir du milieu du XVIIIe siècle, et ensuite le nombre de personnes qui ont cessé d'y croire a continué, s'est accru. Mais la théologie, ce que j'appelle la théologie, c'est-à-dire ce système d'explication religieux, avait constitué un vocabulaire important. Et un des termes, je vous cite quelques termes créés par les théologiens, qui sont des termes de théologie. Manifestation. Manifestation, terme de théologie. Ah oui, ça vous surprend? Ça a été créé par saint Augustin, en latin, manifestatio, pour signifier Dieu qui révèle sa présence aux hommes. Et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est employé en français dans ce seul sens. Vous consultez les dictionnaires, vous verrez que c'est le seul sens relevé de manifestation. Et on voit apparaître peu à peu de nouveaux sens. L'expression de, la manifestation de la vérité. Mais là, c'est déjà un sens étendu. Puis, au milieu du XIXe siècle, on voit apparaître le sens social. C'est le mécontentement, un groupe humain qui exprime son mécontentement en exprimant ses idées dans la rue. Et puis, le sens aussi socio-culturel du terme, les manifestations culturelles organisées
à l'occasion de la semaine 2, la semaine festive d'Orthez par exemple, vous avez ce terme qui apparaît à la fin du XIXe siècle chez Verlaine justement. Donc ce terme de manifestation perd son sens théologique, mais ce terme est récupéré par un autre système d'explication, qui est le système d'explication, on va dire pour faire large, celui des sciences sociales et humaines. Je ne dis pas que c'est la même chose que la théologie. Je dis que comme système d'explication, ce système d'explication nouveau, social, fondé sur la société, et le vocabulaire en porte la trace. Alors je vous cite des exemples. D'abord, le mot symbole. Symbole, c'est un terme de la théologie, symbole. Le symbole des apôtres, le symbole de la foi, ça n'a eu pendant des siècles et des siècles en français que ce sens-là. Et c'est devenu ensuite l'objet matériel que l'on utilise pour désigner une chose abstraite. Vous avez créateur et création. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la création, c'est l'action de faire exister quelque chose à partir de rien. En création, vous avez la création d'une entreprise, la création d'une association. Ce terme a connu une extension d'emploi que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur. Vous avez créateur, création, stigmatisation. Stigmatisation, c'est un terme de théologie, stigmatisation. Et ça a été pendant très longtemps un terme de théologie. Et on le voit employé maintenant pour désigner des phénomènes de type social. Vous avez encore propagande. Propagande, c'est un mot latin, c'est la Congregatio de Propaganda Fide, fondée à Rome en 1622. La congrégation pour propager la foi. Et ça prend un sens non religieux, mais ça a disparu. Le sens religieux ou théologique a disparu. Et ça prend un sens social, idéologique, depuis le milieu du XIXe. Militant. Voilà, militant. Pour nous, aujourd'hui, le militant, c'est quelqu'un qui agit dans la société pour justement essayer de la changer ou pour exprimer des revendications, etc., tout ce que vous voudrez. Les militants, ça a été pendant très très longtemps en français l'Église militante. C'est-à-dire l'Église qui combat pour le salut des hommes. Et ça n'a eu cet emploi en français, ce seul emploi en français jusqu'au début du XIXe siècle. Eh oui, c'était un terme de théologie qui a basculé dans le champ social pour désigner autre chose que, si vous voulez, le système d'explication qui était fourni par la théologie, qui expliquait le monde visible, la réalité, en recourant à des forces transcendantes. Maintenant, on explique le monde visible, les réalités du monde, en se fondant sur les seules lois qui régiraient ou qui régissent les réalités de ce monde, les réalités de la société. Donc là c'est un fait. Alors, pour s'en assurer, vous voyez, il y a une méthode qui est simple, c'est de prendre le dictionnaire de la langue française de Littré, publié dans les années 1860, de prendre les différentes éditions du dictionnaire de l'Académie française. Celle du 18e, il y en a eu 5. Et celle du 19e siècle, il y en a eu 2, je crois. Puisqu'on en est actuellement à la 9e. Et de comparer, pour des mots importants, les sens, le sens ou les acceptions qui sont enregistrés dans ces différents dictionnaires du 19e siècle ou du 18e siècle avec les sens qui sont recensés aujourd'hui dans le trésor de la langue française. Vous savez qu'on a un instrument de travail extraordinaire, nous linguistes, c'est ce qu'on appelle le trésor de la langue française, 16 volumes, papier, qui a été édité entre 1972 et 1994. Donc il est relativement récent, et vous pouvez aussi accéder aussi bien au Littré qu'au trésor de la langue française par Internet. Il y a des sites qui en produisent, qui en fournissent, en proposent une version numérisée. Et vous comparez. Et vous verrez effectivement que tous ces sens théologiques et religieux se sont amuis, ne sont plus que de petits cantons, à peine sont-ils recensés dans les dictionnaires, et en revanche, les mots, les sens d'origine sociale ou culturelle
se sont développées. Et en même temps, et au même moment, pendant tout le XIXe siècle, vous avez un phénomène, et qui se poursuit au XXe siècle, il y a un phénomène très très intéressant aussi, qui est concomitant avec l'effondrement de la théologie, et puis la montée, si vous voulez, comme système d'explication des sciences sociales et humaines. Vous avez l'extension d'emploi, changement de sens d'un très grand nombre de mots, et des mots qui se rapportent à la vie de l'esprit, sans qu'il y ait de sens religieux. Je prends l'exemple du mot culture. Le mot culture, c'est extraordinaire. Vous prenez le dictionnaire de Littré, 1860, il y a une page qui est consacrée à ce mot culture. Il y a 4 exceptions à culture. 4 exceptions. La culture, c'est l'action de cultiver la terre, c'est le produit que l'on cultive, le blé est une culture, et c'est le champ cultivé. Et la 4e exception, elle n'est même pas définie. Et quatrièmement, c'est la culture, le mot culture est suivi de complément du nom, la culture des arts, des sciences et techniques. Et ce n'est même pas défini. Donc on sent bien qu'effectivement, et Littré n'arrive pas à trouver d'exemple. Il trouve un seul exemple, qui est un exemple ambigu d'ailleurs au XVIIIe siècle, où le mot culture est employé dans un autre sens que dans son sens agricole. Vous prenez en revanche le Trésor de la langue française, un siècle après, vous avez, je crois, 8 pages ou 9 pages consacrées au mot culture. 9 pages sur 2 colonnes. C'est-à-dire qu'il y a 14 à 15 fois plus de signes consacrés au mot culture en 1972, 1980 qu'en 1860. Et il y a 14 exceptions. Vous avez effectivement une profusion, multiplication des sens de mots culture, et même le mot culture qui est employé pour désigner des choses qui relèvent de la société, les savoir-vivre, les savoir-faire, les façons de faire. Au point que, moi j'aime beaucoup le rugby, mais quand j'entends le rugby est une culture, ou à Bayonne ou à Biarritz, on a une culture du rugby différente de celle de Pau, bon, ça m'amuse cet emploi du mot culture, c'est révélateur, c'est très révélateur, vous voyez, de cette extension de ce mot culture pour désigner tout autre chose que ce que ce mot désignait antérieurement dans la langue du XIXe siècle, ou de la fin du XIXe siècle. Et vous avez, voyez, le mot culture, du mot culture, Littré ne relève qu'un seul dérivé, cultural. Cultural, c'est-à-dire relatif à l'agriculture. Et le mot culturel, l'adjectif culturel qui est si souvent employé de nos jours, il apparaît en 1925, sous la plume de Claudel, et pour désigner la culture dans sa dimension religieuse. Le culturel proche du cultuel. Et je puis vous assurer qu'aujourd'hui, dans les emplois du mot culturel, de l'adjectif, vous ne verrez plus aucune relation avec le premier emploi chez Madol et chez Claudel de cet adjectif-là que Claudel. Donc vous avez norme. C'est très intéressant le mot norme. Très très intéressant. Littré, norme. Littré, c'est le premier à enregistrer l'adjectif normatif. Le mot norme, règle, virgule, équerre. Règle, voilà le sens de norme. Vous ouvrez en 1860. Vous ouvrez le TLF pour norme, vous avez 6 pages, 2 colonnes, ça va faire. Et il y a des normes en tout, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de domaines dans lesquels on emploie le mot norme. Déjà en 1972-73, vous voyez, le TLF, Trésor de la langue française, c'est un dictionnaire des années 1960, 70, 80, puisque le dernier volume a été publié en 1994. Alors il y a normes, je pourrais faire la même chose à propos de art, de culturel. Vous voyez, il y a aussi des mots qui sont très très intéressants, dont il faut étudier l'évolution à l'espace d'un siècle. C'est ségrégation et discrimination. Discrimination, dans le dictionnaire de Littré, ça désigne la faculté de jugement, faculté de discerner. C'est un terme de philosophie ou de psychologie. Et c'est utilisé aussi en mathématiques discriminant, je crois, au XIXe siècle. Et on voit apparaître, à partir des années 1960, un nouveau sens de discrimination, sous l'influence de l'anglais, parce que ça vient, ce sens-là, c'est un néologisme sémantique propre à l'anglo-américain, où discrimination, c'est le fait d'inscrire dans la loi, dans des textes de loi,
des pratiques dispositifs que l'on pourrait qualifier d'inégalitaires, c'est-à-dire qui mettent à part des catégories de la population, mais c'est dans la loi. Et on voit apparaître, si vous voulez, le sens social actuel, où l'on transfère le domaine d'application de la discrimination, qui était propre à la loi, on transfère ça aux faits. Vous voyez, du droit aux faits pour essayer d'expliquer des phénomènes de différence de niveau de vie, différence d'accès aux études, etc. Et le terme de ségrégation est aussi très très intéressant, parce que ségrégation, ça existe depuis très longtemps en français. C'est l'action de séparer. Ça vient d'un mot latin segregatio, on sent le grec, le troupeau. C'était pour le berger l'action qui consistait à mettre une brebis à l'écart du troupeau, de séparer, de distinguer. Très longtemps, ça a eu ce sens-là, en français, avec des emplois dans les sciences. Il y a eu un emploi en chimie, la ségrégation. Je ne sais pas si mon collègue... c'était employé à la fin du XIXe siècle dans les BTP, le BTP, pour le béton en particulier. On parlait de la ségrégation ou la mauvaise ségrégation des éléments qui entrent dans la composition du béton et en métallurgie. Et à partir de 1930, on voit apparaître le sens anglais du terme chez Morand. Et Morand emploie ce terme de ségrégation à propos de la situation des États-Unis. Et il montre bien qu'aux États-Unis, la ségrégation, et il le définit ainsi, c'est une affaire de loi. Et 5 ans après, vous avez un idéologue du nom d'Alexis Carrel. Alors, Alexis Carrel, c'était un savant, un médecin, mais c'était aussi un idéologue dont les idées n'auraient pas détonné, c'est ça, dans l'Allemagne entre 1933 et 1945. Peu importe, M. Carrel est mort. Et il emploie le mot ségrégation, non plus pour les lois, pour les discriminations en quelque sorte en droit, mais pour les inégalités de fait dans la société à propos de la différence d'accès aux études. Et aussi, j'essaie de me souvenir de cet article, au sujet d'autre chose. Et on voit effectivement le terme de ségrégation qui commence à prendre un sens social. Le sens dans lequel on l'emploie aujourd'hui, puisqu'on parle même d'apartheid scolaire. Apartheid scolaire, quand on sait ce qu'est l'apartheid réel, qui était une horreur absolue, appliquée à propos de l'école en France, c'est-à-dire que là, effectivement, les gens qui ont fait ça ont en quelque sorte fait traverser à ce terme toute une série de couches intellectuelles ou de niveaux intellectuels pour désigner quelque chose. L'apartheid scolaire, c'est le fait pour des familles de ne pas suivre la carte scolaire. Voilà ce que c'est. C'est ça exactement. On parle ça devient parfois comique, cette extension du domaine de ségrégation. Alors j'en arrive, donc vous voyez l'hypothèse, l'effondrement de la théologie, à la place où, comme la nature a horreur du vide, on voit émerger comme ça des systèmes d'explication totalement différents, qui sont immanents, comme on dit, et qui récupèrent une partie du vocabulaire de l'ancienne théologie et qui multiplient comme ça les transferts de sens, les déplacements sémantiques à l'intérieur d'un très grand nombre de termes, et en particulier de termes juridiques. C'est le cas de revendication, de ségrégation, de discrimination, etc., de normes. Les termes juridiques qui ne sont plus employés à propos des lois, mais à propos des faits que l'on peut observer dans la société. Non plus à propos du droit, mais à propos du fait. Se pose, si vous voulez, voilà pourquoi se pose dans notre société aujourd'hui, dans notre langue, la question des euphémismes. Eh oui. Alors les euphémismes, vous voyez, c'est un mot grec, pour ceux d'entre vous qui ont compris la façon dont ont été formés euphémismes, c'est parole adoucie, parole agréable. Et longtemps, un euphémisme, c'était un mot que l'on employait pour éviter d'employer des mots trop grossiers ou trop crus. Par exemple, on emploie encore... Le propre de l'euphémisme, c'est qu'il s'affaiblit très vite. Il y a 60 ans, moi je me souviens, 50 ans, on parlait des vieux, sans retenue. Les vieux, les vieillards ou les vieilles,
suis désolé d'employer ces termes, maintenant, on a vu très rapidement ces termes remplacer le repas des vieux par les personnes âgées, ensuite le troisième âge, et on voit maintenant apparaître le terme senior, qui nous vient de l'anglo-américain, senior citizen, en anglo-américain, en anglais des États-Unis d'Amérique, c'est la personne qui est à la retraite, et aujourd'hui, senior fonctionne comme euphémisme parce que le terme de troisième âge a fini par s'affaiblir, c'est-à-dire que tout le monde a pris conscience que c'était un euphémisme pour ne pas dire les vieux. Et ce qu'on observe actuellement, c'est que senior est en train, s'affaiblissant, on entend de plus en plus souvent, en particulier dans le sud-est de la France, les tamalous. Vous avez entendu ça, les tamalous? Les bus, les autocars de Tamalou, ou les bus de Tamalou. Donc, tu as Malou. Donc, vous voyez la question de l'euphémisme, c'est-à-dire un mot qui permet de ne pas dire le mot cru, ou qu'on juge cru, pour ne pas heurter les personnes âgées, pour ne pas nous heurter, parce que je suis devenu une personne âgée. Mais l'euphémisme, c'est aussi autre chose. Alors, il y a un article absolument lumineux d'un très grand linguiste qui s'appelle Benveniste. Il faut arrêter, d'un très grand linguiste qui s'appelle Benveniste sur euphémisme et tabou. Et pour lui, l'euphémisme, il le réinterprète comme un tabou, c'est-à-dire comme un mot, dit-il, qui ne doit pas franchir la barrière de nos lèvres, des lèvres en particulier dans un contexte sacré. Comme le sacré a disparu dans notre pays, c'est l'hypothèse que j'avance, il y a quasiment plus de sacré, même s'il y a un autre sacré qui tend à venir s'introduire en France, le sacré a perdu de sa force, mais il y a un nouveau sacré qui est le social, et il y a des tabous dans ce cas en matière de social. Et on le voit dans le vocabulaire. On le voit. Par exemple, violence scolaire. Violence scolaire. C'est un mot qui a été créé dans les années 1960. Et qui signifie très exactement, parce que là c'est du français, c'est de la grammaire, la violence de l'école. Scolaire est un adjectif de relation qui ne peut signifier que la violence propre à l'école, de l'école. Et là, c'est la thèse libertaire et rousseauiste de la critique institutionnelle et qui considérait que l'école, parce que c'est une institution, impose aux enfants, jugés faibles et sans défense, une violence symbolique, une discipline, une rigueur, etc. Très rapidement, on s'est rendu compte que cette critique institutionnelle, que ce terme de violence scolaire, d'où le terme de violence qui est un terme abstrait, qui était justifié dans ce contexte. Et très rapidement, ça a servi à désigner non plus la violence de l'école, mais les actes délictueux et criminels, les crimes et les délits commis par des élèves à l'intérieur de l'école. Vous voyez comment on a utilisé un mot impropre pour essayer de cacher une réalité qui était une réalité qui gêne tout le monde. Ça gêne tout le monde, pourquoi? Parce que l'école, c'est un lieu public qui est placé sous la responsabilité de l'État et que la Déclaration des droits de l'homme fait de la sécurité un droit naturel et imprescriptible de l'homme. Voilà. Donc, on a caché ça, et on sait très bien que c'est caché. Et on la cache en particulier à l'aide du vocabulaire. L'euphémisme, il y a un euphémisme, certains mots qui ne doivent pas franchir la barrière des lèvres. C'est le cas de incivilité, ça relève exactement de la même... Vous voyez, il y a des sujets sensibles. Si on admet que le social est devenu notre nouveau sacré, il y a nécessairement des sujets sensibles. Bah oui. Et sensible, faites attention au mot sensible, c'est un mot étrange, sensible, un adjectif étrange. Sensible, ça signifie d'abord qui est accessible au sens, puis ensuite, à propos des personnes qui larmoient facilement, et puis depuis le début du XXe siècle, ça signifie d'abord en chimie, vous voyez, on observe des molécules, l'existence de molécules qui sont des molécules instables, qui exposées par exemple à l'air peuvent exploser, et donc il y a des molécules sensibles, des films sensibles,
Il y a des affaires sensibles, des sujets sensibles, des cités sensibles, des quartiers sensibles. Et on voit très bien comment, effectivement, la réalité de ces quartiers est en quelque sorte masquée par l'utilisation de ces mots écran. Bon, le sentiment d'insécurité aussi, c'est extraordinaire, sentiment d'insécurité. Parce que ceux qui savent le français savent que sentiment a toujours signifié en français conscience, raisonner, que l'on a d'une chose. Ça a toujours signifié ça. C'est le sens de sentiment au XVIIe siècle. Et ce sens n'a pas disparu en français moderne, il est encore relevé de façon claire dans le trésor de la langue française. Vous voyez, il est en relation avec la vie intellectuelle, avec le raisonnement. Ça suppose un constat, ça suppose quelque chose de réfléchi. Or, sentiment a pris, en particulier au XIXe siècle, un autre sens, c'est-à-dire l'affection de l'âme, le mouvement de l'âme, le mouvement du cœur. Et donc, on pourrait le montrer, lorsque le terme de sentiment d'insécurité a été créé à la suite de l'observation que l'on faisait de la croissance importante des crimes et délits en France, on a créé ce terme de sentiment d'insécurité, mais au sens de conscience que les citoyens avaient de l'accroissement important de l'insécurité. Et tout le monde a faim, parce qu'on est un peu, en France, on est un peu rusé, tout le monde a faim d'entendre, faim, F-E-I-N-T, afin d'entendre que ce mot avait pour sens mouvement du cœur, fantasme, pulsion,